ce vibreur. Vous croyez que j'ai bavé? Heureusement que quelqu'un. Oui, je crois que j'avais mis mode avion. Bakary, tu sais que les gens te regardent en direct maintenant. Ah bon? Ok. شكيتني درت مود افيون. وي وي جاهزين. اللي نسينيالي نبدو ونواصلوا. اوكي. هي تقريبا 40 45. ايه. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir chers abonnés et visiteurs de la page Facebook du site web Madar. Nous sommes en direct avec vous ce soir dans l'émission Dialogue politique. Pour sa première édition, donc l'émission Dialogue politique a pour invité le député, l'honorable député Khalid Diallo de la coalition Espoir Mauritanie, qui va nous livrer son analyse de la situation politique actuelle en Mauritanie. Bonsoir, honorable député. Bonsoir, cher frère Bakary. Merci beaucoup Diallo. Donc là, je m'en vais vous présenter donc l'honorable député qui n'est plus à présenter, donc Khalid Diallo, qui est donc, comme vous le savez, un jeune député donc élu pendant les dernières élections donc à l'Assemblée nationale sur la liste des jeunes de la coalition Espoir Mauritanie, donc une coalition qui a eu le vent en poupe pendant ces dernières élections. Avant d'arriver à l'Assemblée nationale, M. Khalid Diallo s'était distingué plutôt donc sur le terrain dans les domaines du social et puis des droits humains en tant que militant vraiment des grandes causes de droits humains en Mauritanie. Et donc il est connu pour son engagement et également pour son discours fédérateur surtout parce que tout simplement M. Diallo se reconnaît donc dans toutes les communautés mauritaniennes dont il maîtrise parfaitement les langues. Donc, honorable député, nous allons commencer donc cette émission. On va essayer de faire le tour un peu de la situation politique actuelle, des grandes questions de l'heure auxquelles donc notre pays donc est confronté. Et nous allons commencer bien entendu par la coalition qui vous a donc porté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la coalition Espoir Mauritanie. Je voudrais tout simplement que vous nous en dites un mot sur cette coalition. Est-ce qu'elle tient toujours la route? Voilà. Bakary, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie également l'agence Madar à travers ta voix. Et nous, au niveau de la coalition Espoir Mauritanie, c'est 6 entités qui se sont retrouvées, qui ont discuté, qui se sont entendues et qui ont décidé d'être portés par un parti reconnu qui a son récépissé, qui était actif, qui à savoir le FRID, le Front républicain pour l'unité et la démocratie, présidé par le président Diop Amadou Tijan. Ceci étant, nous avons discuté, nous nous sommes entendus après de moultes rencontres, après plusieurs discussions. L'essentiel, c'est que nous avons décidé de fédérer notre vision. C'est plusieurs visions croisées qui se sont retrouvées pour pouvoir porter des candidatures crédibles, des candidatures patriotiques et des candidatures qui travaillent pour promouvoir l'unité de la Mauritanie, mais également qui se battent pour la justice et l'équité dans notre pays. Donc nous avons surtout misé sur la diversité culturelle. C'est pour cela, vous voyez notre député aux États-Unis, Yahya Loud, Nouakchott Nord, vous avez Mohamed Lemine Sidi Mouloud, vous avez Nouakchott Ouest, Balla Touré, vous avez Nouakchott Sud, président Diop Ahmed Tijan,
Vous avez la liste nationale mixte, l'honorable député avocat Maître Eidou Mohamed Mouloumbarek. Vous avez la liste nationale des femmes, l'honorable Kadiata Malik Diallo, qui n'est plus aussi à présenter. Et également, moi, je suis venu en dernier, Khali Diallo, sur la liste nationale des jeunes. Donc, toutes ces candidatures ont été portées et nous avons atteint l'objectif premier, c'est-à-dire faire passer les candidatures de nos listes. Et donc, comme vous l'avez dit, est-ce que la coalition se porte bien? Je pense qu'on n'a rien à cacher, en fait. S'il y avait un problème, tout le monde le saura. On est en Nouakchott. Même vous avez beau à chercher à cacher ce qui se passe de pas bien, les gens finiront par découvrir. Mais au niveau de la coalition Espoir Mauritanie, nous sommes plus que jamais solides. Nous sommes plus que jamais engagés et déterminés à travailler ensemble. Et d'ailleurs, nous avons tenu une de nos réunions il n'y a même pas quelques jours. L'atmosphère est bon enfant, la considération est réciproque. Et puis, nous travaillons pour l'avenir de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vous ai posé cette question parce que quand même cette coalition Espoir Mauritanie était vraiment la révélation de la scène politique et des dernières élections. Rien que par le score vraiment qu'elle a réalisé, c'était vraiment extraordinaire. Et également, elle s'est fait remarquer tout à fait par sa diversité, donc par vraiment le profil des personnes qui avaient été présentées donc, aux différentes élections qui ont eu lieu au mois de septembre dernier. Maintenant, on voudrait savoir, parce qu'on a entendu parler ces derniers temps de dissensions au sein de cette coalition, surtout au sujet de la prochaine élection présidentielle, notamment concernant l'éventuelle candidature d'une personnalité de la coalition qui ne serait pas peut-être le président du parti FRUD. Qu'en est-il exactement de ces rumeurs-là? Bon, je pense que honnêtement, moi, vous savez, j'ai dit que pour faire la politique, les gens pensent qu'il faut mentir aux gens, qu'il faut tricher. Moi, je dis que la politique, c'est un complément de la religion. Parce que la religion vous interdit de mentir, la religion vous interdit de tricher, la religion vous interdit de faire du mal. La politique, c'est un engagement. Si vous prenez un engagement, vous devrez le respecter. Vous devez aussi respecter les concitoyens, les Mauritaniens qui ont eu confiance en vous. Et donc, pour toutes ces raisons, je le répète ici encore très clairement, nous avons un projet politique. Nous avions un projet politique depuis 2018 avec notre mouvement qui s'appelle la Mauritanie qui rassemble, présidé par l'honorable député Maître Eid, avocat à la Cour. Et nous avions à l'époque porté la candidature de Eid qui est devenu député. Aujourd'hui, on a répété encore cette année la même chose avec mon entrée bien sûr en lice, mais en élargissant dans une coalition où il y a un parti respectable que nous respectons, à savoir le FRUD, présidé par le président Diop Ahmed Tidjane. Donc moi je pense que notre candidat, au niveau de candidature présidentielle, ça il n'y a aucun problème. Moi j'ai déjà écrit sur ma page d'ailleurs la dernière fois, nous on a un candidat, il s'appelle Maître Eidou Mohamed Mouloumbarek. Oui. Mais ce n'est pas décidé au niveau de la coalition, c'est un vieux projet politique que nous portons. Maintenant au niveau de la coalition, comme je l'ai dit, on s'entend très bien, la grande majorité écrasante, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a manifestement montré qu'on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit. Donc maintenant, ce que la rue rencontre ou ce que les salons de thé rencontrent, si nous, on ne peut pas justifier ce dans lequel nous-mêmes nous vivons et travaillons, je pense que les rumeurs, c'est les choses les plus partagées en Mauritanie. Les gens ici, la plupart, malheureusement, sont très forts dans les rumeurs, dans l'invention, mais quelqu'un qui connaît Khali, il sait que je n'ai pas de langue de bois. S'il y avait un problème, je vous dirais ici qu'il y a un problème, mais je ne suis pas au courant de ce problème-là. Ok, donc si on comprend très bien, donc il n'y a pas de dissension au sein du parti, donc il y a pratiquement la situation est, je dirais, donc tout à fait normale au sein de la coalition. Voilà, donc là je voudrais tout simplement que vous nous dites quelle est la position de votre coalition vis-à-vis de la scène politique actuelle, de ce qui se passe actuellement sur la scène politique. Par rapport à exactement actuellement, parce que nous avons vu qu'il y a eu quand même au niveau de certains partis de l'opposition et du pouvoir, il y a eu un certain pacte dont on a parlé, un pacte donc, qui a fait beaucoup de bruit, qui a donc
il y a eu le ralliement de certains partis de l'opposition, etc. Donc on voudrait savoir quelle est votre position par rapport à cela. Moi, personnellement, je pense, au risque de me répéter, parce que je l'ai dit plusieurs fois, que les gens ont donné de la valeur à quelque chose qui n'a pas cette valeur à laquelle on lui a donné. Il s'agit quand même du RFD et de l'UFP. Le RFD et l'UFP qui n'ont pas d'élus, qui ont décidé de signer un pacte avec le gouvernement et l'INSAV, le parti au pouvoir. Moi, je pense qu'on est en démocratie, ou entre guillemets, on est en démocratie. Donc, si eux, ils ont trouvé nécessaire d'aller signer un pacte, cela n'engage que. Le pacte ne nous engage pas, ne nous engage en rien du tout. Et la preuve en est que nous ne faisons pas partie de ce pacte-là. Maintenant, par rapport à la situation politique de notre pays, je pense que c'est une situation qui n'est pas du tout de bon augure. C'est une situation quand même qui est alarmante, où par plusieurs moments, on est qui est le capitaine du bateau de notre pays. Donc on voit un système de gouvernance et de management politique quasiment inexistant. Donc aujourd'hui, vous avez des secrétaires généraux dans des ministères qui sont épinglés par la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes nous montre des secrétaires généraux dont un a détourné 1,6 milliard. 1,6 milliard, mais messieurs, 1,6 milliard, c'est 1 milliard, c'est 1000 millions. 1000 millions peuvent aider 1000 jeunes à raison de 1 million d'ouguiya par un projet d'activité génératrice de revenus. Et que ces mêmes gens ont d'abord signé l'acte qu'ils reconnaissent cette forfaiture, et donc ils ont été relevés de leur fonction. Et que parmi eux, celui qui est accusé d'avoir détourné 1,6 milliard, il a remboursé 600 millions et il y a 1 milliard qui ne sont pas encore remboursés. Et cette même personne, elle n'est pas en prison, elle est là, elle se la coule douce. Et donc, on sent un peu, si vous voulez, la gouvernance un laisser-aller, quoi. Parce que un petit qui va voler une miche de pain dans une boutique ou qui va voler un gaz pour aller le revendre à 3000 ou à 300 MRI, il va écoper de 5 ans de prison, mais celui qui détourne 1,6 milliard, il circule librement. Et malheureusement, c'est ces deux poids, deux mesures qui montrent que la gouvernance actuelle de notre pays, malheureusement, elle n'est pas équitable, elle n'est pas juste avec le peuple mauritanien. Oui, mais je crois que quand même, il faut être relativisé un peu par rapport à ce rapport de la Cour des comptes concernant les personnes qui auraient détourné de l'argent. Parce que quand même, on voit très bien qu'au niveau de ce rapport de la Cour des comptes, on ne nomme pas des personnes qui auraient détourné tel, parce que ce sont des départements ministériels qui sont épinglés et non des personnes. Donc je pense que sur ce oui, mais le fait que les secrétaires généraux de ces départements furent relevés et qu'ils sont mentionnés quand même, certains d'entre eux sont mentionnés. Je ne pense pas qu'il y a de noms qui sont mentionnés. Oui, mais quand le rapport de la Cour des comptes sort, et qu'il y a eu des soupçons très lourds qui pèsent sur des secrétaires généraux. Entre-temps, ils sont relevés de leur fonction. Quand on relève quelqu'un de sa fonction, ça veut dire qu'il a commis une faute grave. Oui, mais je crois que c'est tout le département qui est... Pourquoi le département n'a pas été enlevé? Pourquoi les ministres sont restés? C'est la question. Je crois que ça engage le département et non la personne. Oui, mais bon, après, si ça... Oui, d'accord, je le concède. Si ça engage, par exemple, le département, et que dans le même département, il n'y a que le secrétaire général qui part, ça veut dire que c'est lui le fautif. Donc, si c'est tout le département qui est fautif, pourquoi les ministres et les conseillers ne sautent pas au même titre que les secrétaires généraux? C'est la question qu'il faut se poser. Je pense que... C'est votre analyse. Oui, et ça n'engage que moi d'ailleurs. Et c'est là où il me plaît de dire que la transparence, on a besoin de transparence dans notre pays. Mais on a aussi besoin de redevabilité. Vous ne pouvez pas être on ne peut pas vous donner une responsabilité et que vous n'avez aucune redevabilité, ni envers le peuple, ni envers le gouvernement qui vous aurait nommé. Et ça, je pense que c'est un gâchis. Et je suis aussi de ceux qui pensent que le président de la République, il a des mauvais collaborateurs dans leur majorité écrasante qui lui cachent la vérité. Sinon, pourquoi on a assisté récemment à des visites inopinées du président qui jaillit dans des départements, et après on a vu ce qui s'en est suivi. Cela nous rappelle un peu le management de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir.
On ne peut pas attendre que la catastrophe arrive pour dire on va s'ériger en décideur. Il faut surveiller le troupeau et chacun, en tant que responsable, doit avoir cette redevabilité envers son pays. Oui, c'est mon intime conviction. On reviendra sur cette question de la gestion quand même des biens publics et puis de la gouvernance également au niveau du pays. On reviendra sur ce point qui est très important. Mais là, je voudrais quand même qu'on reste un peu sur le pacte républicain, parce que quand même, c'est étonnant que l'opposition qui a toujours demandé la concertation et le dialogue n'ait pas pris part à ce pacte républicain, donc à la négociation de ce pacte républicain, qui quand même, quand on le lit, on voit qu'il prend en compte tous les problèmes du pays, tous les défis, toutes les revendications également de l'opposition. En fait, tous ces points-là sont vraiment mentionnés dans ce pacte-là. J'ai lu le pacte aussi. Voilà. Donc je pense que je me demande pourquoi, par exemple, votre coalition n'a pas pris le train avec donc ces partis-là dont vous avez parlé, qui sont quand même des partis très importants, même si ils n'ont pas d'élus, mais c'est quand même des partis vraiment, je dirais, mythiques, qui ont quand même un certain crédit jusque-là. Bakary, Voilà. Bakary, je ne pense pas, mais j'affirme ici très clairement que nous n'avons pas été liés ni contactés à aucun pacte. On ne peut pas être en face d'un parti politique comme le FRED, qui est le deuxième parti de l'opposition le plus important de notre pays, concocter des pactes sans les informer et nous demander de prendre le train en marche. Donc, je suis désolé. Nous n'avons pas, je le dis ici, nous n'avons pas été ni invités, ni informés, ni de près, ni de loin. Ça, je le dis et je pense que le président l'a dit. Il a été clair dans l'une de nos conférences de presse qui a été organisée à notre siège. Ça c'est un point. L'autre aspect, quand vous dites que oui, c'est des partis importants, moi je pense qu'aujourd'hui, entre l'RFD, l'UFP, on ne peut pas parler d'importance sur l'échiquier politique face quand même à la coalition Espoir et le parti FRED. Quand même, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Maintenant, nous, on ne crache pas sur tout le monde, non. Loin de nous la prétention d'ailleurs. Mais quand même, il faut avoir le culot de respecter les résultats de la coalition Espoir Mauritanie qui aujourd'hui, derrière Tawassoul, constitue la deuxième force politique de l'opposition. Donc si ces gens, vous les minimisez, vous ne les informez pas, vous ne leur montrez pas les objectifs que vous portez, et qu'on se réveille, on voit des déclarations qui fusent de gauche à droite. Après, on nous dit, venez prendre le train en marche. Prendre le train en marche avec qui et dans quoi? Et je te rappelle, Bakary, quand vous parlez du pacte, vous dites qu'il y a tous les points qui sont pris en considération. Mais c'est le même pouvoir mauritanien qui était parti au dialogue et qui, à la dernière seconde, a décidé, tout court, de couper court à ce dialogue-là sans aucune explication. C'est le même pouvoir qui est là. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est le même pouvoir qui a été allé au dialogue avec les mêmes partis qui ont signé le pacte et d'autres qui ne sont peut-être pas dans le pacte cette fois-ci. Et que les gens ont entamé des discussions. Mais quand il y a eu des sujets extrêmement sensibles comme le passif humanitaire, on savait que certains du pouvoir allaient mettre les bâtons dans les roues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République, le gouvernement, les autorités se sont réveillés un bon matin et ils ont décidé d'arrêter le dialogue. Alors, quelqu'un avec qui vous dialoguez, qui vous invite au dialogue, vous partez avec lui au dialogue. Au bout de quelques jours, il arrête le dialogue. Au bout de quelques années, il vous invite à un autre dialogue. Mais c'est quoi ça? Moi, je pense que nous avons besoin de dialoguer. Nous avons besoin de nous retrouver autour de la même table pour poser les problèmes de notre pays, mais de manière vraie et responsable. On ne peut pas dire aux gens, venez, courez vers nous, nous allons signer un pacte. Un pacte n'a aucune validité. Aucune validité. Parce que vous avez signé, ok, c'est bien beau de faire des cérémonies, mais le peuple qui crève de faim, la jeunesse qui fuit, qui passe par le Nicaragua, on en fait quoi? Qu'est-ce que ce pacte-là, il a apporté à ces gens-là? Aujourd'hui, au même moment que l'État a signé le pacte avec ces deux partis-là,
c'est le même État qui est en train de négocier avec les orphelins et les veuves dont les pères militaires ont été exécutés en Mauritanie. Actuellement, ils sont en négociation, monsieur. Alors, si vous signez des pactes de gauche à droite, vous appelez au dialogue et que vous-même, vous n'êtes pas sincère dans votre dialogue, moi, je pense que c'est une perte de temps. Ça, c'est mon intime conviction. Ok, merci. Donc, on va revenir un peu à la coalition Espoir Mauritanie quand même, qui, à vous entendre, vraiment développer, en tout cas, vos idées, est une coalition qui sera pérenne. Mais on se demande quelles sont les garanties que vous avez pour que cette coalition-là ne soit pas comme toutes les coalitions que nous avons vues défiler en Mauritanie et qui n'ont pas vraiment tenu la route. Vraiment, on voudrait savoir quelles sont les garanties que vous pouvez nous donner et si également vous pouvez nous parler un peu de son projet de société. Parce qu'aujourd'hui, on accuse cette coalition d'être une coalition vraiment qui n'est pas diverse. C'est une coalition qui est pour certains basée sur la couleur de la peau, sur l'ethnie, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Vous savez, moi je pense qu'on ne peut pas montrer le ciel à quelqu'un qui ne veut pas regarder le ciel. Quand les gens disent diversité, aujourd'hui la seule, je pèse bien mes mots, la seule entité politique présente en Mauritanie et qui est clairement visible en termes de diversité culturelle et de promotion de l'unité nationale, c'est la coalition Espoir Mauritanie. Regardez les candidatures. On connaît les patronymes dans notre pays. Et on sait quand on dit à quelqu'un, quand on donne le patronyme de quelqu'un, il répond à quelle communauté. Nous n'avons pas fait une coalition communautariste, nous avons fait une coalition de diversité culturelle. Quand vous entendez Mohamed Lemine Ould Sidi Mouloud, quand vous entendez Yahya Ouloud, quand vous entendez parler d'Abdrahman, de Moulay, qui est le premier conseiller à la mairie d'Ixar, Moulay Ashraf. Mais vous savez, quand quelqu'un vous cherche du mal, il pourra toujours ne jamais voir le côté positif des choses et dire que le mal qu'il veut dire de vous. Et cela ne dérange pas. Et puis vous savez, il faut accepter d'encaisser, il faut accepter d'entendre. L'essentiel, c'est d'être sincère dans ce que vous faites. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour moi, en politique, dans une coalition, parler de garantie, c'est trop dire. Il faut qu'on soit très clair ici. Aujourd'hui, des hommes et des femmes politiques se sont retrouvés, qui sont venus de plusieurs horizons, ont décidé de mettre leurs efforts ensemble pour pouvoir aider la Mauritanie à aller de l'avant. On les a appelés, non espoir des Wolofs, ni espoir des Soninké, ni espoir des Morts, ni espoir des Poulards ou des Haratines, mais l'espoir de tous les Mauritaniens. C'est pour cela que nous l'avons appelé Espoir Mauritanie. Cet espoir-là que nous voulons vendre, cet espoir que nous voulons mettre en avant pour notre pays, nous y croyons d'abord. Il suffit juste d'égrener les personnalités qui composent cette coalition pour savoir est-ce que ce sont des gens qui divisent, est-ce que ce sont des gens qui sont dans des discours de haine ou est-ce que ça a toujours été des gens qui sont dans des discours fédérateurs. Je pense que tout ce qui compose la coalition Espoir Mauritanie, c'est des gens qui se sont toujours battus pour l'intérêt de notre pays. Ça, je ne le dis pas pour vendre l'image de la coalition Espoir. Non, je le dis parce que c'est la vérité. Nous avons un pays. Ce pays s'appelle la République islamique de Mauritanie. Ce pays a plusieurs composantes. Ce pays a une diversité culturelle. Et cette diversité culturelle, cet ensemble de toutes nos communautés, c'est ce que nous voulons mettre en place. Notre premier projet de société politique, c'est de valider toutes nos communautés et appeler les Mauritaniens dans leur ensemble à s'asseoir autour de la même table, de poser nos problèmes et d'en discuter sans aucun complexe. Et on n'a pas de sujet tabou. Pour nous, il n'y a pas de sujet tabou pour construire notre pays, la République islamique de Mauritanie. Mais cela nécessite des sacrifices. Et peut-être que nous, la façon dont nous avons réussi à mettre cette coalition en place, ça va forcément créer des jalousies. Il y a d'autres courants qui sont tapis dans l'ombre de notre pays, qui ne veulent pas que l'ensemble des Mauritaniens se retrouvent autour de la même table. Mais nous, on est là pour dire à tous ces courants, d'où qu'ils viennent et de toutes les communautés,
que les Mauritaniens, ils n'ont pas un autre choix que de s'asseoir autour de la même table, poser leurs problèmes et discuter en tant que des frères. Nous pouvons le faire dans la contradiction, nous pouvons le faire dans des difficultés, mais nous devons aboutir à quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est d'unifier la Mauritanie. Ça, c'est un. Le deuxième volet de notre pays. Le deuxième volet de notre pays, c'est de nous battre pour que notre jeunesse soit la leitmotiv du développement de notre pays. Mais pour pouvoir arriver à cela, il faut d'abord arriver au pouvoir et changer la donne. Si nous ne pouvons pas compter sur notre jeunesse, si nous ne pouvons pas construire notre pays avec notre peuple, qui va le faire pour nous? Donc, notre projet de société, c'est un projet inclusif. Ce n'est pas un projet exclusif. C'est un projet qui appelle tous les Mauritaniens. Les portes sont largement et grandement ouvertes pour que tous les Mauritaniens qui croient à une société de paix, une société où il y a la stabilité, une société où il y a la justice et l'équité. Parce que malheureusement, quoi qu'on puisse dire, notre pays, c'est un pays où il n'y a pas d'équité et de justice entre tous les Mauritaniens. Mais il ne faut pas le dire, le remarquer et s'arrêter à ça. Il faut travailler pour changer la donne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, donc là, nous allons passer un peu aux grands défis auxquels fait face notre pays. On sait que quand même, nous faisons face à beaucoup de défis. Donc, défis de développement, défis d'unité nationale. On a également de grandes questions aujourd'hui qui demeurent pendantes, comme la question du passif humanitaire, l'enrôlement biométrique. Nous avons la gestion des affaires publiques également qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, nous allons essayer de parler un peu de tous ces grands défis, point par point, et vous allez nous donner un peu votre avis sur ces grands défis-là auxquels fait face le pays. Il y a également le défi de l'exploitation de nos ressources avec le gaz qui sera exploité bientôt en Mauritanie. Une ressource très importante qui normalement en tout cas est vue par les Mauritaniens comme étant une bénédiction. On voudrait quand même que vous nous parliez un peu de ces grands défis-là, notamment les défis politiques, les défis sociaux, les défis économiques dont j'ai parlé tantôt. Donc vous allez essayer un peu de nous parler de ces points-là, ces différents points que je viens de soulever ici. Nous allons commencer d'abord par ce problème de l'unité nationale, qui est un problème vraiment qui demeure toujours pendant avec cette question du passif humanitaire, etc. Vous avez dit tout de suite que le pouvoir est en train de négocier avec les veuves, avec les orphelins, donc les victimes de ces douloureux événements de 89, qui ont des années 80 plutôt, qui ont donc conduit à ce passif humanitaire. On voudrait un peu que vous reveniez un peu sur ces questions-là quand même, qui continuent à quand même vraiment plomber vraiment l'unité nationale. Tout d'abord, par rapport à la question du génocide qu'on appelle très gentiment passif humanitaire, je suis de ceux qui pensent que la haine ne règle pas les problèmes. Il y a eu une partie des Mauritaniens, une petite portion de militaires mauritaniens qui ont assassiné leurs frères dans un régime de Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Ce dernier, pour pouvoir vendre sa communication, a fait croire que ces gens-là voulaient faire un coup d'État pour tuer toute la communauté maure. Et donc, quand moi, forcément, je suis un maure, j'entends un truc comme ça, je vais dire, ah, mais lui, il nous a sauvés. Alors que tout ceci était faux. Si aujourd'hui, on veut que notre pays puisse être un pays de stabilité, un pays qui va vers le progrès, il faut rendre justice. Tout à l'heure, j'ai parlé de négociation, mais moi j'ai dit que l'État est en train de vouloir museler, ils sont en train de vouloir museler la question du passif humanitaire, en disant aux victimes, aux orphelins, aux veuves, essayez de vous retrouver, on va vous donner de l'argent, on va faire travailler vos enfants, on va vous donner des terres, etc., etc., mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'identification de sépultures, vous ne pouvez pas vous recueillir. Maintenant, il faut que les gens comprennent que le problème des événements douloureux, des années de braise, ce n'est pas un problème
de oui, c'est ton père qui a été tué, oui, c'est ton veuf, c'est ton mari qui a été tué. Non, non. Il y a une responsabilité morale qui appartient à tous les Mauritaniens. Et c'est dans toutes les tentatives de règlement de cette question, il y a cette partie-là qui a manqué. On a toujours voulu dire les ayants droit, c'est eux qui doivent parler. Ce n'est pas vrai. C'est tous les Mauritaniens qui sont concernés par cette histoire-là. Maintenant, il faut que tous les Mauritaniens discutent. Les ayants droit, ils ont la priorité. Mais il y a le côté moral de cette histoire qui doit être enseigné à nos enfants pour que plus jamais cela ne se répète. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, c'est pas pour vous couper, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit quand même, qu'il est grand temps qu'on change d'approche? Parce que depuis quand même plus de 30, 40 ans, on est toujours sur les mêmes approches pour trouver une solution. On suit toujours la même méthodologie. On essaie un peu de dédommager donc, les victimes, etc. Est-ce qu'avec ça, on arrivera un jour? Oui, parce que la question, c'est ce que je suis en train de dire. On ne va jamais y arriver parce que ce qui est en train d'être fait, c'est une politisation de ce dossier-là. Il faudrait mettre en place, par exemple, une commission de vérité et réconciliation. Moi, je ne peux pas comprendre que des choses comme ça ont marché au Rwanda, ont marché au Zimbabwe et qu'elles ne puissent pas marcher en Mauritanie dans une république islamique. Bakary, moi, quand je tue votre fils, qu'Allah m'en préserve, vous en préserve, et que je viens demander pardon, et que je reconnais que j'ai fait cette erreur, je suis persuadé que vous allez me pardonner. Parce que la meilleure des choses qu'un musulman doit partager avec son frère, c'est le pardon. Mais si je ne te demande pas pardon, je suis orgueilleux avec toi. Je te dis, écoute, c'est une âme qui est morte, je te paye, je te donne tout ce que tu veux. Mais Bakary, tu vas me dire non. Et face à un problème aussi important et sensible, je pense qu'il faut élargir avec tous les acteurs de notre pays, mettre un mécanisme adapté à notre réalité, à notre contexte socio-culturel pour pouvoir régler définitivement cette affaire. Sinon, on va toujours revenir à la case de départ. Il y a quelques années, le pouvoir disait que le dossier est clos. Mais le fait de dire que le dossier est clos ne fait pas clore le dossier. Aujourd'hui, le pouvoir se rend compte et je dis que le président Azouani a 1000 chances de pouvoir régler cette affaire-là. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des personnes qui sont citées, impliquées. Mais il y a un grand mais. Si vous n'êtes pas impliqué et que vous gouvernez, vous ne réglez pas le problème, vous devenez de facto un complice. Et ça, j'espère en tout cas que le président Azouani prêtera attention à cela de manière très raisonnable, de manière sans aucune animosité. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur que quand on parle du dossier du passif humanitaire, chacun se met sur la défensive. Il ne faut pas se mettre sur la défensive. Il faut poser ce problème parce que quand vous allez voir un médecin, vous lui dites que vous êtes malade, mais il ne va pas vous soigner. Il va vous dire vous avez mal où? Vous allez lui dire j'ai mal à la jambe ou je me suis blessé à la main ou j'ai mal à la tête et il va passer au diagnostic pour maintenant prescrire le médicament. Mais c'est exactement notre situation. On a un problème, on connaît notre problème, il faudra qu'on s'assied ensemble et qu'on trouve des solutions. Merci, donc on va essayer on est un peu pressé par le temps, donc on va passer au second point concernant également une autre question vraiment très épineuse qui est celle de l'enrôlement biométrique qui continue également vraiment à constituer un véritable casse-tête pour beaucoup de citoyens mauritaniens qui n'arrivent toujours pas vraiment à s'inscrire à l'état civil et donc vraiment ils sont bloqués dans toutes leurs entreprises, dans leur vie même de tous les jours, etc. Et on a vu également que l'État a pris la décision quand même de clore un peu cet enrôlement biométrique et on se demande vraiment comment tous les Mauritaniens qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'enregistrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? On voudrait quand même, vous quand même qui suivez un peu ce qui se passe au niveau des centres d'enrôlement, etc., est-ce que vous trouvez que cette opération-là se déroule normalement? Moi, personnellement, pour avoir recueilli des informations, pour avoir touché directement et pour avoir participé directement à poser des problèmes de dossiers de Mauritaniens sur les tables de l'état civil, je pense que le procédé
est très mal fait. L'idée en soi, au fond, elle est magnifique. Parce que quand moi je suis de Bogué ou de Kaïdi ou de Mbagne, je ne peux pas aller dans une commission d'Aoujeft parce que les populations d'Aoujeft, elles savent qui est qui. De la même manière que l'habitant de Wompou, il sait qui est de Wompou et qui n'est pas, surtout les notables. Donc l'idée en soi, elle est belle, elle est profonde. Mais le problème n'est pas là. Le problème c'est quoi? Le problème c'est l'abus du pouvoir. Un chef centre peut décider sur qui va avoir des papiers et qui ne doit pas avoir des papiers. Et que le directeur général de l'état civil continue de fermer les yeux et essaye de nous vendre une belle image parce qu'il a réussi à enrôler 200 étrangers au stade olympique dans une opération biométrique pour enrôler les étrangers établis en Mauritanie. Mais quand vous arrivez à faire une campagne au niveau du stade olympique pour 200 étrangers, ce n'est pas le même cas pour plus de 400 ou 500 000 Mauritaniens établis dans le fin fond du grand territoire de notre pays. Moi, je pense que l'ADG, le directeur général de l'état civil, doit être honnête avec le président de la République. Il faut aller voir le président de la République, lui dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire des publicités pour dire oui, les commissions vont aller en France, les gens l'ont entendu. Mais tout ça, c'est du pipeau. En France, à l'heure actuelle où je parle ici, il n'y a pas une commission mise en place pour enrôler les personnes qui n'ont pas de numéro national d'identification, c'est-à-dire les NNI. Et pourtant, le directeur général de l'état civil est en train de nous vendre. Et ça, c'est des coûts de milliards en Ouguia qu'il faut. Parce qu'il faut déplacer des équipes, il faut les loger, il faut les mettre en place pour que ces gens-là puissent accueillir les Mauritaniens qui sont aujourd'hui établis en Espagne, en France, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Sénégal, au Mali, un peu partout, au Togo. Donc, cela nécessite une grande mobilisation financière et de ressources humaines. Maintenant, si vous-même, en tant que directeur de l'état civil, vous ne partez pas voir le gardien suprême de notre Constitution, à savoir le président de la République, pour lui exposer réellement les problèmes, et que vous voulez vendre une réussite à moindre coût, je pense que nous allons perdre. Si vous donnez un délai d'arrêter l'enrôlement au mois de décembre, alors qu'aujourd'hui on est au mois de novembre, on est à un mois du 31 décembre pratiquement, et que vous n'avez pas commencé ni en France, ni ailleurs, à Wompu, à Magama, à Kaïdi, à Zouerat, à Ouenat Zbil, partout, les gens, ils ont des problèmes de papier. Vous dites on va clôturer l'enrôlement. Mais je pense qu'il faut quand même être malhonnête pour avoir ce comportement-là. En tout cas, ce sera quand même très complexe. On ne sait pas vraiment par quel Donc il faut obligatoirement supprimer cette date de délai du 31 décembre. Permettre à l'ensemble des Mauritaniens de s'enrôler. Mais on ne peut pas dire en 6 mois, et puis le pire dans ça, en 6 mois, vous mettez des équipes qui ne sont pas très grandes sur l'étendue du territoire et qui ne peuvent pas couvrir tous les besoins du pays parce qu'on est obligé de courir de gauche à droite. Le dernier aspect sur lequel je reviens, Nouakchott a 15 centres d'enrôlement. Dans les 15 centres d'enrôlement, vous ne pouvez pas mettre des directeurs de centres d'enrôlement au 6e à Sepra. Ils ne parlent que français ou hassania et les populations autochtones parlent Wolof, Pulaar, Soninké. Donc il faut mettre voilà, il faut enlever les barrières de communication entre les responsables de centres et les populations qui viennent. Tout à fait. Donc là, on est pressé par le temps, il nous reste 2 minutes. Donc très rapidement, je voudrais quand même recueillir votre avis sur l'élection présidentielle en vue, dont les tambours commencent déjà à battre. On a vu qu'au niveau des partis de la majorité, déjà vraiment les états-majors sont mobilisés, et puis on a vu même qu'une unanimité se dégage de plus en plus pour vraiment proposer la présentation du président de la République actuelle, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour être le candidat vraiment de cette majorité-là. Et donc je vous demande, au niveau de l'opposition, vraiment qu'est-ce qui se fait actuellement? Est-ce que les choses bougent? Est-ce que vous envisagez également, vous, au niveau de l'opposition, de vous unir et de présenter éventuellement peut-être un candidat unique pour préserver vraiment vos chances? Avant d'arriver au niveau de l'opposition, j'ai un conseil, et c'est un souhait, c'est même pas un conseil parce que c'est être trop prétentieux. Mon souhait,
c'est de dire au président de la République, Mohamed Cheikh Ould Ghazouani, de ne pas se présenter aux élections dans notre pays et de passer la main pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Ça, c'est mon avis. Parce que le mandat du président de la République n'est pas un mandat réussi. C'est un mandat... Mais il a le droit à une seconde chance. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas droit, j'ai dit c'est mon souhait. Un souhait et une interdiction ne sont pas les mêmes. Je ne lui interdis en rien, il est un citoyen mauritanien, il a le plein droit d'être candidat, mais moi, mon souhait, c'est de ne pas le voir candidat pour les élections présidentielles de 2024. Et que ça va le grandir s'il accepte de laisser sa place à un civil mauritanien qui va venir et qui va trouver l'opposition devant lui. On va organiser des élections transparentes. Et je profite de cette occasion pour dire que cette CENI-là doit être révisée pour qu'il y ait une garantie des élections. On a vu les élections municipales législatives, on a vu le trafic informatisé qui a été opéré sur certaines candidatures, les vols des voix qui ont empêché certains candidats d'accéder. Je pense que cette CENI, aujourd'hui, on est tous d'accord sur un point, il faut l'auditer. Et il faut auditer le système informatisé de cette CENI-là pour être sûr d'avoir une élection transparente. Le dernier point, cette même CENI qui organise des élections sans bulletin de vote pour des municipales législatives, de nombreux bureaux n'ont pas eu de bulletin de vote. Si c'est la même CENI qui va organiser les élections présidentielles, j'ai dit que c'est la catastrophe qui va s'annoncer. Ok, donc merci beaucoup Monsieur Diallo. Donc nous arrivons au terme de cette émission quand même qui a essayé de faire un peu le tour de la situation politique en Mauritanie avec l'honorable député Khali Diallo que nous remercions vraiment beaucoup pour avoir vraiment répondu à notre invitation malgré les nombres en agenda très chargé. Donc merci beaucoup. Et donc nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre invité et pour une autre émission politique sur la situation en Mauritanie. Merci.